Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en direct sur les réseaux sociaux. Je suis Ossine Chabira, membre du collectif citoyen avec Mathieu Klein et colistier. Et nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler mobilité et transition écologique. Nous allons détailler tout au long de cette émission en direct nos propositions et vous pouvez intervenir quand vous voulez sur les réseaux sociaux, nous poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Avec moi sur le plateau pour parler mobilité, Mathieu Klein, tête de liste Nancy Engrand, réunissant donc des candidats de la société civile, de la gauche, de l'écologie et du centre, arrivé en tête au premier tour avec donc 37,88% des suffrages. Bonsoir Mathieu. Bonsoir aussi. Avec nous, Chahinez Khirouni, colistière, conseillère municipale, présidente du groupe de gauche de la métropole du Grand Nancy. Bonsoir Chahinez. Bonsoir aussi. Nous avons aussi Morand Perrin, colistier et puis animateur du groupe Mobilité et Transition écologique. Bonsoir Morand. Bonsoir aussi. Patrick Hatzig, colistier, membre de Nancy Écologie Citoyenne. Vous avez rejoint donc pour le second tour Nancy Engrand et vous avez été vice-président de la région en charge des mobilités. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et enfin, merci à Hervé Thiard, notre invité sur ce plateau, maire de Chavigny et vice-président de la communauté de communes de Moselle et Madon en charge des transports. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Tout de suite Mathieu, on rentre dans le vif du sujet. Les mobilités, la transition écologique, c'est un thème fort de cette campagne ? On devrait dire qu'à Nancy, depuis tant d'années, c'est le thème de toutes les campagnes. Et moi, j'ai vraiment envie que cette campagne soit celle qui referme un peu le livre de la malédiction du débat des mobilités et des transports à Nancy. Parce que d'abord, je crois que c'est un formidable dossier aujourd'hui pour repenser la ville de demain. Parce que les attentes sont extrêmement fortes, que ce soit celles des piétons, celles des usagers du vélo, celles des cyclistes, donc celles des automobilistes, des usagers des transports en commun. Bref, toutes celles et tous ceux qui se déplacent en ville aujourd'hui attendent, ont envie enfin d'y voir clair, ont envie de faire chacun de leurs déplacements avec plaisir et plus avec contrainte. Donc moi, notre objectif, l'objectif que nous nous sommes fixés les uns et les autres, c'est que ce prochain mandat, ce mandat de 2020 à 2026, soit celui d'un plan global des mobilités. Et nous allons ce soir détailler un certain nombre de nos propositions qui, je l'espère, vont mettre Nancy enfin dans la perspective d'une ville qui aura fait la paix avec ses transports et avec globalement la façon de s'y déplacer. Alors, il y a une méthodologie dans cette équipe de campagne. Morand, qui est ici, a travaillé sur les mobilités. Voilà, Morand, est-ce que tu peux nous expliquer votre méthodologie, les enjeux de ce groupe que tu as animé pendant, je crois, plusieurs mois ? Oui, tout à fait. En fait, comme l'a dit Mathieu, c'est incontournable de parler des mobilités parmi les sujets sur lesquels on peut agir pour améliorer la vie des gens à Nancy et dans le Grand Nancy. Parce que déjà, pour prendre un petit peu le temps du recul sur le sujet, ça touche à plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu écologique. On connaît les effets de la pollution sur la nature, sur le climat, mais aussi sur la vie des gens. Il faut savoir que selon une étude d'Atmo Grand Est, il y a 100 morts évitables par an dues à la pollution dans le Grand Nancy. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un enjeu social également. Je crois qu'on le verra un peu plus tard dans ce live, mais l'accès au retour à l'emploi dépend en grande partie de la possibilité de se déplacer, surtout quand on travaille avec des horaires atypiques, quand on travaille dans des zones d'emploi qui sont éloignées du centre-ville, mal desservies par les transports en commun. Et donc un enjeu effectivement d'avoir des mobilités inclusives. Et enfin, il y a un enjeu du droit à la ville, tout simplement, de permettre aux habitants de quartiers périphériques de Nancy, d'autres villes de l'agglomération, de pouvoir accéder au centre-ville, de pouvoir accéder à la culture, aux parcs, aux piscines. Voilà, tout ça, c'est impossible sans une véritable politique de mobilité. Donc, c'est des enjeux importants à plusieurs titres. Et on a travaillé aussi en tenant compte de cette crise du coronavirus qu'on a vécue sur les derniers mois, dont nous ne sommes toujours pas sortis. On a vu les tours Meurthe-et-Moselle de contamination qui repartaient à la hausse. Mais cette pandémie, elle a mis en relief la question des mobilités. Elle a donné un enjeu nouveau à l'usage du vélo. Je crois que ça se voit un peu quand on se balade en ville. Il y a beaucoup plus de cyclistes qu'avant. Et on voit aujourd'hui que les villes doivent devenir agiles, que l'urbanisme doit devenir tactique. Donc c'est des notions nouvelles qui montrent les nouveaux défis lancés aux grandes villes. Et comme le disait Mathieu à l'instant, soulignent le retard qu'on a pris
à Nancy sur le sujet. Donc pour te répondre aussi sur la question de la méthodologie, en fait, on a fait du terrain, on a fait appel à l'expertise citoyenne, on a fait des sorties de terrain pour se rendre compte par nous-mêmes ce qu'était le vécu des cyclistes pour ce qui concernait des déplacements du quotidien dans l'agglomération. On a travaillé en échangeant avec les usagers, on a échangé avec des associations qui sont investies sur le sujet depuis plusieurs années, qui ont une véritable expertise qui est très précieuse pour changer les choses sur ce sujet. Et aujourd'hui, on est prêt à agir pour un nouveau plan global des mobilités et durant les 6 prochaines années. Et vous avez expérimenté, pas plus tard que dimanche dernier, oui. En prenant vos vélos à plusieurs, C'est ça. Et vous êtes allé dans les villes de Nancy. Je crois qu'il y a donc un reportage qui va être diffusé. Et Morand, si tu peux, en même temps que le reportage, nous expliquer les enjeux que vous allez soulever. Oui, en fait, c'est assez simple. On a voulu se rendre compte par nous-mêmes des problématiques qui se posent aux cyclistes. Donc là, on va le voir à l'image, des pistes cyclables en cul-de-sac, en sens inverse des voitures, sur des voies de bus, ou situées entre les véhicules en circulation et les voitures en stationnement, donc tout à fait exposées aux portières qui sont susceptibles de s'ouvrir d'un moment à l'autre, à l'approche de carrefours non sécurisés, de rues tellement étroites qu'on ne peut pas passer autrement qu'en circulant sur les trottoirs. Voilà, tout ça, c'était des choses qui étaient pointées et on s'en rend particulièrement compte quand on se déplace en vélo l'espace de quelques heures. Donc on voit d'ailleurs, alors on va les voir un peu plus tard à l'écran, certains axes qui seront concernés par les futures autoroutes cyclables que nous projetons de mettre en place afin de permettre de traverser Nancy rapidement et de manière totalement sécurisée. Il faut évidemment ces autoroutes cyclables, mais également il faudra un maillage cyclable de proximité, notamment pour une desserte des établissements scolaires. Et alors là, on a dû voir commencer à l'image la rue des I, donc une des rues concernées par le plan cyclable, les aménagements tout récents là qu'on a vus. Bon, c'est déplorable de se dire que ce qui a été impossible pendant des années dans le Grand Nancy, à savoir des pistes cyclables sécurisées pour les cyclistes, est devenu subitement possible et qu'il faut une pandémie comme le coronavirus pour que les choses changent. Mais malgré tout, je crois que c'est un acquis et qu'il sera difficile de revenir en arrière. Et maintenant, il reste à les développer, notamment à les développer vers le centre-ville. Merci Morand. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on complète cette séquence par une autre séquence de témoignages glanés dans les rues de Nancy. Voilà, on enchaîne tout de suite avec cette nouvelle séquence. Une fois, j'ai pris mon vélo et en fait, les voies cyclables ne sont pas à double sens. Et en fait, je l'ai pris dans le mauvais sens et en fait, je me suis fait actionner par un bus et ça m'a un petit peu tracassé, quoi. Donc en fait, je prends très peu le vélo et c'est vrai que je pourrais prendre plus le vélo, mais je pense que c'est pas une ville non plus où il y a beaucoup de pistes cyclables, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui se sont développées. Le vélo, non, mais j'ai un scooter électrique. C'est pas évident dans la circulation puisqu'on doit se mettre dans les voies de voitures et des fois c'est pas évident entre les voitures, les bus, les vélos. Il faut trouver sa place. Peut-être l'autorisation pour certains scooters, ceux qui vont pas trop vite, d'aller dans les voies de vélo éventuellement ou utiliser les voies de bus. Par exemple, moi j'ai un scooter électrique, je vais jusqu'à 50 km/h maximum, 45, et on fait attention puisque je fais également, avant je faisais du vélo, mais ça va pas assez vite pour moi, pour les transports qui sont en dehors du centre-ville. C'est très compliqué, je trouve qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables, les pistes cyclables des fois sont faites n'importe comment. Enfin, pour moi c'est clairement une ville qui a donné la priorité aux voitures et je trouve ça assez scandaleux en fait. Il y a des choses qui ont été faites, ou des couloirs de bus, etc. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais ça n'a pas été pensé, pour moi, dans une vision, encore une fois, de mobilité, de système mobilité douce, qui permet justement de réduire la valeur et l'emprise de la voiture en ville. Voilà, je sais que même les commerçants, par définition, sont plutôt contre à ce qu'on restreigne la voiture en ville, alors que beaucoup d'études montrent tout le bénéfice d'une ville plus apaisée, avec des cyclistes ou des piétons qui vont faire leur petit commerce de proximité beaucoup plus souvent, beaucoup plus régulièrement, ce que maintenant j'essaie de faire pour justement aller moins avec ma voiture à l'hypermarché du coin.
Mathieu, une ville avec donc un développement de pistes cyclables, avec plus de cyclistes, c'est une ville plus apaisée? À l'évidence, oui. C'est vrai que Nancy n'est pas connue en France et ailleurs pour être une ville, pour l'instant, très, très agréable pour les cyclistes. Nous sommes régulièrement dans le bas du tableau des classements à ce sujet. Et pour cause, il n'y a pas aujourd'hui à Nancy de réseau cyclable réellement sécurisé, des pistes cyclables bidirectionnelles partout, des vrais axes traversants de la ville permettant de traverser de part et d'autre Nancy et la métropole de façon sécurisée. Il y a, comme cela a été dit d'ailleurs dans le petit reportage, enfin, il y a pas mal de pistes cyclables, de bandes cyclables d'ailleurs en réalité, qui terminent parfois dans la circulation. Les carrefours ne sont pas ou très rarement aménagés. Bref, alors c'est vrai qu'il y a une petite accélération ces dernières semaines en raison des aménagements provisoires qui ont été consentis par beaucoup de villes et de métropoles en France d'ailleurs dans le cadre du déconfinement post-Covid-19. Ça reste minimaliste et surtout, nous manquons toujours, et je crois que c'est pour moi un des points essentiels en matière de mobilité, d'une vision globale cohérente. Je crois que le boulot, le travail qui est le nôtre dans les semaines qui viennent, c'est de pouvoir rapidement établir un nouveau plan des mobilités. Je rappelle quand même que le plan de déplacement urbain, lui, son obsolescence est plus que programmée, elle est même déjà consommée, il date de 2006. Ça fait 14 ans dans la métropole du Grand Nancy que la question des déplacements n'a pas été remise à plat. Et je crois qu'en matière de mobilité, beaucoup de choses ont changé en 14 ans, notamment l'usage du vélo. Et je crois, pour ma part, que c'est une priorité très importante de ce futur plan des mobilités de la métropole du Grand Nancy que de laisser la place aux cyclistes dans la ville. Et laisser la place aux cyclistes, je veux aussi le dire, ça n'est pas de façon abrupte et caricaturale chasser la voiture de la ville. On veut toujours opposer les uns aux autres, les catégories les unes aux autres. Nous sommes beaucoup d'entre nous sommes par définition des multi-usagers. Nous sommes tantôt piétons, tantôt cyclistes, tantôt utilisateurs du tram ou de bus, tantôt automobilistes. Et donc, nous avons besoin, finalement, pour chaque déplacement, d'utiliser le mode de transport le plus efficace, le plus rapide, le plus agréable. Et c'est autour de ça que la ville doit se construire. On ne doit plus construire la ville autour de la voiture, comme c'est encore le cas aujourd'hui à Nancy. Il faut adapter la ville à toutes les façons de se déplacer et à la voiture de s'adapter à la ville d'aujourd'hui et de demain. Ce qui veut donc dire, oui, que des aménagements, notamment cyclables, importants, sécurisés, cohérents et continus, doivent être mis en place rapidement. Alors, je lis sur les réseaux sociaux. Nous avons un premier commentaire de Sophie. Mon fils voudrait reprendre le vélo pour se rendre au lycée, au centre-ville, pour éviter le bus. Il l'a fait lundi et n'a pas trouvé le bon itinéraire pour aller du centre jusqu'à Bon Secours. Inès, un commentaire? Oui, la difficulté à Nancy, c'est qu'on n'a pas, et Mathieu l'a rappelé, un réseau de déplacement cohérent et notamment un réseau de pistes cyclables à la fois sécurisées et continues. Donc bien évidemment, la difficulté, c'est lorsque l'on prend son vélo, on ne peut pas aller d'un point à un autre, j'allais dire, sans se retrouver avec soit des voitures sur le trottoir, soit se retrouver sur une piste qui s'arrête, et on se retrouve dans le flux de véhicules, ou alors en danger, parce que aujourd'hui, la philosophie de la politique de mobilité du Grand Nancy, c'est de dire que, en gros, c'est un espace partagé. Donc un espace partagé, on met des zones à 30, et on peut être piéton, cycliste, conducteur de voiture, dans le bus, et cet espace est partagé tous ensemble. Or, ce n'est pas possible, ne serait-ce que d'un point de vue de la sécurité. Et tant qu'on n'est pas dans un schéma sécurisé, les enfants, les citoyens, les usagers ne prendront pas le vélo. Donc, le travail que l'on a fait avec notre liste, c'est justement d'avoir un schéma continu, sécurisé, avec quelques voies express, justement, qui permettent d'aller d'un point A à un point B, rapidement et de manière sécurisée. Une question de Alban. Peut-on espérer une prime vélo? Alors sur ce point,
moi, je sais qu'il se fait dans beaucoup de villes aujourd'hui des incitations à l'achat de véhicules. Je pense par exemple à ce que fait Johanna Roland à Nantes, qui, à travers des dispositifs, a mis en place une prime pour l'achat des vélos famille ou des vélos triporteurs, permettant des vélos cargo, permettant notamment de circuler avec ses enfants. Pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait ouvert à cette réflexion-là, parce que je pense qu'il faut inciter effectivement le maximum de citoyens à inciter l'accès au vélo. La priorité, néanmoins, pour nous, vous l'avez compris, c'est d'abord de créer un réseau cyclable cohérent. Moi, je ne veux pas que Nancy reste une ville uniquement dédiée aux cyclistes aventuriers ou aux cyclistes chevronnés. Il faut aussi que des cyclistes occasionnels, débutants, nouveaux, des néo-cyclistes puissent tenter l'aventure de la ville cyclable et finalement y trouver du plaisir et peut-être changer progressivement de mode de transport. Comme d'ailleurs, je voudrais que demain, la métropole propose sur ses futures plateformes multimodales, Patrick nous en dira un mot tout à l'heure, à la fois un accès au transport en commun. J'arrive, je dépose ma voiture sur un parking relais sur une plateforme multimodale, je suis en porte de la métropole et pas dans la métropole. Je peux soit prendre un transport en commun, un tram, un train, soit prendre mon vélo ou louer un vélo pour utiliser une piste cyclable cohérente. Ce qui donc implique également de réfléchir ce schéma des mobilités en dehors des limites administratives de la métropole du Grand Nancy, car un des défis pour nous demain, c'est limiter le trafic entrant de véhicules dans la métropole, les 100 000 véhicules qui entrent, 100 000 personnes qui y entrent chaque jour. Peut-être, pardon, aussi, juste un mot, le grand regret quand même, c'est que nous n'avons pas eu, au moment du déconfinement, donc il y a maintenant un mois, un schéma de déplacement, un plan de déplacement d'urgence, dont beaucoup de villes et métropoles ont déjà mis en place. Aujourd'hui, à Nancy, on est un peu plus d'un mois du déconfinement et ce réseau, même provisoire, n'existe pas ou quasiment pas. Globalement, moi je pense qu'on voit, c'est un changement de génération qu'il faut, c'est vraiment quelque chose, un changement de mentalité, y compris sur ces questions. Actuellement, la part modale du vélo sur Nancy, c'est 2%. Et on sent que la demande, ce qui se fait dans d'autres villes où ils ont développé les parcours vélo, ça peut monter à 9 ou 10% la part modale. Donc nous, il faut qu'on ait cette visée-là. C'est-à-dire vraiment de ce développement, de permettre de donner au vélo toute sa place par un plan vélo cohérent sur l'ensemble de la métropole et effectivement rattaché à des plateformes multimodales, là où il pourrait être acheminé des personnes extérieures à la métropole ou extérieures à la ville qui pourront, dans un parcours, dans un itinéraire, prendre son vélo et rejoindre le centre-ville et aller partout là où ils ont le travail ou les études. Nous avons juste Julien qui fait un commentaire, effectivement, qui explique qu'il est bien sûr d'accord avec les aménagements avant tout, oui, mais qui aurait dû être fait avant de mettre les Vélib en route. Je vous propose qu'on continue. Alors on pourrait aussi, vous l'avez dit, c'est dans une globalité, on n'a pas parlé des piétons, mais je dirais que le déplacement commence par la marche, Chahinès. Bien évidemment, et je crois que le plan de mobilité, on doit remettre au cœur de ce plan le piéton et le vélo. Et je crois que c'est ce qui va animer, c'est ce qui anime notre réflexion, non seulement une vision globale des mobilités et remettre le piéton, notamment en réfléchissant à un cheminement piéton. Alors on a déjà évoqué une possibilité d'avoir un secteur, une piétonisation possible, notamment de la porte de la CRAF jusqu'au marché central. Mais il se trouve qu'on a une opportunité avec cette crise du Covid, c'est qu'elle nous oblige à repenser l'espace et on pourra expérimenter justement des secteurs beaucoup plus larges. Mais encore une fois, Mathieu l'a rappelé, c'est en concertation avec les usagers, avec les habitants, avec les commerçants, avec les entreprises. Et on a prévu dès cet été les grandes assises de la mobilité qui vont nous permettre justement de poser à plat l'ensemble de ces politiques publiques de mobilité. Oui, bien sûr. Alors, on a plusieurs commentaires là sur les réseaux. Plusieurs personnes se disent tentées par l'aventure vélo, mais en toute sécurité. Nous avons aussi Christophe qui dit « Bonjour, je sais que personnellement j'ai peur d'aller à Nancy en vélo ». Enfin voilà, on sent vraiment, on l'a tous expérimenté de toute manière. Alors je vous propose qu'on continue. Alors
organiser cette émission autour des mobilités. Alors après le vélo, on va parler voiture. Alors bien sûr, vous l'avez dit, hein, on n'est pas là non plus pour opposer les déplacements les uns par rapport aux autres. On est allé voir un garage solidaire, voilà, pour voir aussi comment ça se passe, et comment on pense mobilité pour les personnes les plus fragilisées. Donc voilà, nouvelle séquence. On est au garage solidaire de Lorraine, donc à Maxéville, 33 avenue de la Meurthe. Et donc moi je suis Lise Bongard, je suis la coordinatrice du garage. Alors un garage solidaire, c'est un garage automobile, tout ce qu'il y a de plus classique, qui assure des réparations de véhicules, de la vente de véhicules d'occasion, et puis on fait aussi de la location. Et c'est un garage qui est solidaire, c'est-à-dire qu'on pratique des tarifs qui sont solidaires pour les personnes qui sont envoyées par Pôle emploi, par des assistantes sociales ou par des prescripteurs socio-professionnels. Et puis on est un chantier d'insertion, c'est-à-dire qu'on emploie des personnes sur des contrats aidés en insertion afin de leur permettre de se professionnaliser et puis d'acquérir de l'expérience professionnelle pour trouver un emploi pérenne par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui l'automobile répond aux besoins d'un public qui n'est pas forcément couvert par les mobilités douces, par les transports en commun. Ça répond à un besoin aussi en lien avec le marché de l'emploi, puisque aujourd'hui il y a certains postes qui nécessitent de posséder une automobile ou certaines situations personnelles des bénéficiaires, tout le monde ne peut pas faire du vélo parce qu'il faut une certaine condition physique, il faut avoir une certaine approche de la mobilité. Donc c'est vrai que on a des projets pour aller vers des modes de mobilité individuelle qui soient plus respectueux de la transition écologique. Il y a notamment la question des véhicules électriques qui sont des choses à développer au sein du garage. Et puis on a aussi un axe, tout ce qui est réemploi et limitation des déchets, puisqu'on vend des véhicules d'occasion et qu'on répare. Donc ça permet de ce point de vue-là de limiter la quantité de déchets. Et puis il y a un aspect social, puisque ça permet un accès à la mobilité à des personnes qui n'ont pas forcément des ressources importantes. On travaille en lien étroit aussi avec la plateforme de mobilité pour accompagner les publics sur l'ensemble de leurs besoins de mobilité. C'est-à-dire que là où nous on ne répond pas avec du transport individuel, la plateforme les accompagne pour aller vers du transport collectif et permettre d'identifier et d'orienter les personnes et d'identifier leurs besoins au mieux en fonction de l'offre existante. Mathieu, la voiture reste pour beaucoup indispensable. Là, on voit bien sur le garage solidaire, on apporte un autre élément de réponse par rapport aux plus précaires, aux personnes en situation de fragilité. Comment tout ça s'articule ? Bien sûr que la voiture reste pour beaucoup encore un outil indispensable, et pour moi le premier. Donc je ne me mets pas là en dehors des préoccupations que nous avons chacune et chacun tous les jours pour organiser notre vie quotidienne, aller faire nos courses, emmener nos enfants à différentes activités, aller voir notre famille, nos amis. Bref, cette réalité-là, aujourd'hui, c'est la réalité d'une ville et d'une métropole qui doit encore beaucoup progresser pour proposer des alternatives crédibles. Vous savez, moi je ne suis pas un adepte du prêchi-prêcha sur ces sujets-là. On peut tous dire qu'il serait bien meilleur pour la santé, l'environnement, ce qui est vrai, de faire diminuer l'usage de la voiture. Mais tant qu'il n'y a pas de solutions alternatives crédibles et sérieuses, nous continuerons à utiliser notre voiture et à tenter, parfois à tout craint, d'atteindre le point de destination le plus près possible. Donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de chasser la voiture de la ville, il s'agit de limiter sa place, de limiter finalement la traversée de la ville par des automobilistes qui utilisent la ville comme une zone de transit. Il faut permettre aux Nancéens qui font leurs courses de se stationner plus facilement. Je pense par exemple à la proposition que nous faisons de faire en sorte que les places de livraison soient bien sûr réservées à la livraison dans des horaires, mettons, je sais pas, 6h, 9h, 6h, 10h, nous verrons cela le matin, mais qu'ensuite elles puissent être utilisées pour du dépose minutes ou 30 minutes de stationnement pour faire ses courses dans le quartier. C'est un petit peu aujourd'hui un jeu auquel tout le monde se prête, se mettre sur les livraisons, warning en espérant que personne ne passe, faire vite ses courses et repartir. Il faut fluidifier et utiliser ces places comme des places de stationnement temporaires avec une organisation adaptée. Il faut aussi faire en sorte, et je le rappelle que ce sera le cas demain dans les quartiers piétons, que les résidents qui ont un véhicule puissent y avoir accès, même si le quartier est piéton. Vous ne pourrez plus traverser le quartier piéton en voiture pour aller d'un point A à un point B, mais vous pourrez évidemment toujours rejoindre votre domicile, votre garage, votre place de parking, votre place de stationnement. C'est donc bien une question aujourd'hui de régulation. Il faut
inverser les priorités. Et puis pour les personnes en difficulté, les personnes qui recherchent un emploi, nous savons tous aujourd'hui combien l'accès au permis de conduire, l'accès aussi à l'achat ou à la location d'un véhicule, et je salue vraiment le travail remarquable du garage solidaire qui de ce point de vue-là accompagne par des tarifs très faibles des personnes qui sans cela parfois sont privées de la possibilité de retourner à l'emploi. En ma qualité de président du département, on a notamment travaillé sur la question de l'accès des familles monoparentales à l'emploi, et on voit bien que la mobilité, c'est un enjeu majeur. Quand vous n'avez pas de réseau de transport, lorsque vous travaillez de nuit par exemple, ou à horaires très décalés, je pense par exemple à des femmes, souvent 95% ce sont des femmes qui travaillent à horaires décalés sur des travaux de service, des travaux de ménage, parfois dans des grandes administrations ou des entreprises. C'est difficile de pouvoir, avec ces horaires décalés, utiliser les transports en commun. Donc oui, il faut une place pour chacun, une juste place, une bonne place, mais ça ne veut pas dire qu'au nom de l'idée qu'il faut encore pouvoir utiliser sa voiture, il faille organiser la ville uniquement autour de cela. Et je crois que c'est ça, avec cela qu'il faut aujourd'hui en finir. Alors, Morand, il faut une place pour chacun. On a François quand même qui dit oui, mais comment mélanger tout ce monde, voilà, comment se fera cette éducation au partage? Tout ça, ce sont des grandes phrases. Comment vous avez réfléchi justement à cette éducation possible en direction des usagers? Je crois qu'il prône bien quelque chose. Tout passe par l'éducation, l'apprentissage, l'éducation. On apprend à faire du vélo, on apprend à conduire, et on doit apprendre aussi, et c'est peut-être ça qui est nouveau, dans la manière de se déplacer, on doit apprendre aussi à se respecter et à partager l'espace. Tout ça, c'est possible de le faire, mais c'est possible de le faire simplement avec une innovation, je pense, c'est d'avoir des espaces qui soient clairement dédiés à chacun. C'est pas possible aujourd'hui, quand vous voyez certains axes de Nancy, de voir... je vous donne un exemple très simple. Une rue à Nancy que j'ai en tête, sur cette même rue, vous avez une voie de bus, des places de stationnement à gauche et à droite. Sur la voie de bus, vous avez la piste cyclable et d'un côté et de l'autre, des emplacements de livraison. Donc je ne vois pas trop comment les gens peuvent s'y repérer et les gens puissent se retrouver à leur place et à savoir comment avancer, comment se déplacer sans être en danger. C'est typiquement le genre d'aménagement où vous poussez les cyclistes à rouler sur les trottoirs, ce qui est dangereux, qui est quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais qu'on constate aujourd'hui qui existe parce que les gens n'ont pas d'autres solutions. Donc je pense que c'est avant tout en agissant sur l'offre urbaine qui est proposée et sur les aménagements qui existent qu'on permettra aussi aux gens d'améliorer leur comportement. Je vous propose qu'on continue nos séquences et nos interviews dans les rues de Nancy auprès des Nancéennes et des Nancéens. Nous avons posé la question si les Nancéens et les Nancéennes prenaient le tram. Je pourrais prendre le tram, mais je ne le trouve pas suffisamment fiable pour tenir mes horaires de train à Nancy, au départ de Nancy, donc je prends mon vélo. Le Métis à Metz, il y a une fiabilité horaire et de vitesse qui fonctionne. Le Métis ne s'arrête pas au feu rouge, il s'arrête qu'aux arrêts. Je le teste tous les jours, enfin voilà, j'ai éprouvé ça aussi à Nancy en prenant le tram, et à Nancy je prends mon vélo. Alors Béatrice dit comment je fais moi pour aller du centre-ville au Technopôle à vélo. L'avenue Général Leclerc est triste à pleurer, pas un seul arbre, et la montée de Brabois, je meurs. Voilà, donc alors on sait que le tram va aller jusqu'à Brabois. Patrick, est-ce que tu peux... Oui, moi, je reviens sur le reportage de ce monsieur, ce qu'il disait, c'est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire quand on parle du tram, on en est à parler de si j'ai peur que, je ne peux pas arriver. Mais moi d'ailleurs, j'habite à 25 minutes à pied de la gare. Je prends le tram pour aller à la gare, mais je prends le tram toujours une demi-heure avant, parce qu'au cas où ça ne fonctionne pas, au moins je peux y aller à pied. Vous voyez, c'est des sujets que sans arrêt c'était ça. Maintenant, il faut qu'on en finisse. Les gens dans d'autres villes ne se posent même pas de questions. Il y a un tram qui passe, il monte dans le tram, il est séquencé, il n'y a aucun souci, je pense bien. Je sais qu'au niveau de Nancy, il y a cette idée, parce qu'on a hérité de cette situation. Voilà, il faut refermer cette parenthèse de ce qu'on a pu vivre en transport en commun sur Nancy, pour vraiment passer à autre chose. Et donc aujourd'hui, faire en sorte que le tram, cette ligne 1, soit une ligne structurante, certes,
Mais aussi, il faut parler des autres lignes, le Tempo 2, 3 et 4, qui ont aussi vraiment une utilité dans cette ville, dans cette métropole, à partir du moment où eux-mêmes sont équipés de sites propres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de circulation rapide et en toute sécurité si on n'est pas sur un site propre. Moi, j'ai l'exemple encore, je prenais le T3 après la gare pour aller vers Laxou. Les gens, ils allaient plus vite à pied que moi dans le T3, quoi. Je dis, mais pourquoi c'est pas en site propre? Vous voyez, alors qu'il y a une massification de circulation dans ces moyens de transport en commun. Et ensuite, il faut aussi voir la capillarité dans tous les quartiers de la ville, faire en sorte qu'il y ait du matériel adapté, c'est-à-dire ça peut être des navettes plus petites, etc., qui puissent faire en sorte d'aller au plus proche, je dirais, de là où on veut se rendre. C'est ça aujourd'hui qu'il faut construire. C'est très ambitieux, mais c'est excitant, c'est vraiment intéressant. Et je crois que c'est vraiment sur ce sujet-là qu'on veut aller. Chaynès, une question d'Arthur. Y aura-t-il des réductions étudiantes? Est-ce que des réductions étudiantes sont prévues ou est-ce que ce sera toujours les mêmes réductions existantes? Alors non, justement, on a une réflexion beaucoup plus attractive justement pour les usagers, puisque une part de l'attractivité pour pouvoir utiliser les transports en commun, bien évidemment, c'est la qualité de service. Et ça, Patrick l'a rappelé malheureusement à Nancy. Et je pense que les usagers du réseau STAN, notamment depuis août 2019, ont connu une dégradation de la qualité de service. Donc là, tu as raison Patrick, il nous faut arrêter de réfléchir les mobilités en silo. Et on évoquait la ligne de tram. La ligne de tram, elle doit se réfléchir avec l'ensemble des mobilités, avec l'ensemble des lignes. Or, ce qui s'est passé avec ce nouveau réseau, et je reviendrai sur la tarification, c'est que non seulement on a plutôt imaginé le réseau autour de 4 lignes structurantes, et on a dégradé ce qu'on appelle l'ensemble des lignes secondaires. Et puis, cerise sur le gâteau, on vous a augmenté la tarification, puisque aujourd'hui, à la métropole, on vote systématiquement chaque année une augmentation des tarifs, qui se calcule ainsi, c'est l'inflation plus 1 point. Donc en 2019, l'augmentation des tarifs s'est élevée à peu près 3%, ce qui est énorme dans un budget. Et donc nous proposons justement, nous, une gratuité, alors partielle dans un premier temps, une gratuité toute la semaine pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, et pour tout le monde, les week-ends. Et je pense que la gratuité, et on l'a vu, on est allé avec Mathieu et une délégation, Hervé, tu étais là, nous sommes allés à Dunkerque, justement, voir comment s'est passée cette gratuité totale dans cette intercommunalité, qui est plutôt une intercommunalité en nombre d'habitants, Mathieu. Combien de personnes à peu près? 250 000? Peut-être un peu moins. Enfin voilà. En tout cas, significativement importante pour pouvoir justement évaluer la pertinence. Et on n'a eu que des retours positifs sur la fréquentation, sur la satisfaction des personnes. Et je pense qu'à Nancy, c'est vers cette proposition que nous allons. Mathieu, une question d'Alexandre. Bonjour Monsieur Klein, votre position sur le tram, si l'audit que vous souhaitez faire ne permet pas de faire le tram, qu'allez-vous faire? La question, ce n'est pas de savoir si l'audit permettra ou pas de faire le tram, la question c'est de savoir aujourd'hui à quel rythme ce chantier majeur va se déployer. Ce serait alors un échec terrible pour moi si le prochain mandat s'engageait sur les mêmes bases que se termine l'actuel. Je crois que moi, je suis comme beaucoup de Nancéens, j'ai vraiment envie qu'on arrête de passer notre vie entière à parler du tram. Ça fait 20 ans qu'à Nancy, on ne parle que des problèmes du tram. Donc il faut une ligne 1 structurante. Aujourd'hui, le tram ferré est l'instrument technique, c'est tout de même rien d'autre, qui permet de transporter un nombre suffisant de voyageurs d'un point A à un point B. Le point A, c'est la Porte Verte à Essey-les-Nancy, le point B, c'est Brabois. Je me suis d'ailleurs à la métropole du Grand Nancy engagé très tôt, y compris contre l'avis du maire actuel de Nancy, pour qu'il n'y ait qu'une seule déclaration d'utilité publique, de façon à ce que justement l'accès à Brabois ne soit pas oublié. Je veux bien qu'on se rende compte tout de même que nous sommes en train de vivre un projet d'une ampleur très importante pour Nancy, le projet de déménagement progressif des activités hospitalières du centre-ville vers le plateau de Brabois.
Est-ce qu'on imaginerait un instant que ce projet d'ampleur qui va amener des milliers de personnes supplémentaires, usagers du service public hospitalier, étudiants, salariés des entreprises du Technopôle de Brabois, se fasse d'abord sans réseau de transport en commun adapté, sans desserte adaptée? Je crois que personne ne peut l'imaginer. Et c'est de 2026 dont je parle. Je ne suis pas en train de vous parler d'un projet qui peut-être en 2050 verra le jour. À la fin de ce mandat, l'hôpital central doit commencer son déménagement vers le plateau de Brabois. Donc il faut que nous soyons prêts. Et il faut que nous soyons prêts, peut-être encore plus vite que nous l'avions imaginé, parce que la crise, elle nous dit deux choses. Elle nous montre que, d'une part, nous avons besoin de préparer aussi les crises suivantes. Est-ce qu'on croit tous? Non, personne ici ne croit que demain ne sera finalement fait que de périodes de navigation par temps calme. Nous allons continuer à naviguer sous la houle, parce que demain les crises seront climatiques. Demain, l'envie de se déplacer autrement se conjuguera aussi avec l'envie de pouvoir respirer tout simplement. Et donc, utiliser des réseaux de transport en commun à énergie propre ou n'en consommant pas dans le cœur de ville, pas d'énergie en tout cas consommatrice et dépensière de CO2, c'est un enjeu absolument important. Donc oui, il faut le faire, mais qu'on arrête de penser que le tram, c'est l'alpha et l'oméga du réseau de transport. Tous les Nancéens, tous les grands Nancéens ne sont pas dans le tram toute la journée. Est-ce qu'on parle des utilisateurs de la ligne 2 qui ont un service dégradé? Est-ce qu'on parle de ceux de la ligne 3 qui ne connaissent même pas le début du commencement d'un site propre alors que c'est une ligne structurante? Vous connaissez beaucoup de métropoles en France aujourd'hui qui ont des lignes structurantes qui ne sont pas en site propre? D'où notre réflexion sur un plan global des mobilités. Ça veut dire qu'à l'automne, il faudra avoir non seulement un plan calendaire et financier adapté qui tiendra compte de l'audit de la métropole pour la ligne 1, mais il faudra aussi savoir quelle ligne nous mettons en site propre. Il faudra rendre les bus prioritaires au feu. Ça a été dit tout à l'heure dans le témoignage par rapport à ce qui se passe à Metz, comme dans beaucoup d'autres villes. Si vous voulez inciter un utilisateur de sa voiture à monter dans un bus, il faut lui prouver par A plus B que ça ira plus vite, que ce sera plus confortable. Si vous lui démontrez que ce sera plus long, plus compliqué et moins agréable, eh bien, il continuera à prendre sa voiture. Le défi pour nous, il est là. Donc sortons de cette espèce de tramomanie permanente, réglons cette question une fois pour toutes et attaquons-nous enfin au problème de fond qui est l'organisation globale du réseau des transports de cette métropole qui aujourd'hui est en souffrance. Alors nous avons juste un commentaire qui me fait sourire de Béatrice qui dit que prendre le tram est toujours une aventure, c'est son Koh-Lanta à elle. Voilà, chaque jour. On a une réflexion d'Aziz qui dit « Déjà pour aller à Art-sur-Meurthe, il y a vraiment beaucoup de difficultés, surtout pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas de véhicule. C'est vraiment une catastrophe. » Ça me permet d'élargir justement et qu'on ne parle pas que du tram mais du réseau de bus de manière générale et peut-être d'étendre. Voilà, Hervé Thiard est avec nous. Chavigny ne fait pas partie. Bien sûr. En revanche, Chavigny n'est pas dans la métropole. Voilà, donc Hervé est avec nous et c'est vrai que cette réflexion des mobilités, elle doit se réfléchir aussi à l'échelle du bassin de vie. Bien évidemment, j'ai l'habitude de dire que Nancy n'est pas une île, la métropole n'est pas une île, elle a des voisins avec des secteurs périurbains assez denses et trop souvent on fait comme si ces territoires n'existaient pas ou alors avec le minimum syndical et c'est toujours très frustrant. Vouloir réduire la place de la voiture à Nancy, alors que, Mathieu l'a dit, 100 000 personnes viennent de l'extérieur de Nancy pour arriver sur la métropole, ça commence déjà par se dire que les points de ralliement, les parkings relais, ils ont tout à fait leur place à l'extérieur de la métropole. Il me semble que les emprises foncières sont délicates à trouver au sein de la métropole, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est le cas dans bien d'autres métropoles. Sauf que sur les territoires voisins, en proximité immédiate, on a ces emprises foncières. Et voilà, sans dire que le tram c'est l'alpha et l'oméga, on voit bien la congestion qui existe déjà tous les matins. Moi je la vis puisque une partie de l'échangeur de Brabois est sur le territoire de Chavigny. Je le vis tous les jours. Voir la congestion tous les jours et penser que demain le tram devrait s'arrêter à Brabois sans passer l'échangeur, alors que derrière, il y a une zone d'activité économique, qu'on a les emprises foncières qui ont déjà été pensées, y compris pour accueillir le futur tram et faire de l'intermodalité.
Voilà, je trouve que ça fait des années qu'on se bat, c'est épuisant, alors que de l'avis même des spécialistes qui viennent travailler sur les dossiers, c'est quasiment une évidence. Mais mes collègues du bassin de Pompée pourraient dire exactement les mêmes choses. Et puis pour sortir du débat du tram, on a parlé du vélo. Moi, je constate en ce moment qu'il y a un bout de piste cyclable qui démarre à quelques encablures de Chavigny à Brabois. Je ne sais pas où elle commence, je ne sais pas où elle va. Et nous, sur notre territoire, ça fait des années qu'on se bat pour trouver une jonction cyclable entre le territoire de Moselle et Madon, donc le bassin de Neuve-Maisons, et la métropole, parce que c'est un axe extrêmement circulant. Alors nous, on fait des efforts avec un plan de mobilité douce qui est déjà en action, mais si la métropole ne fait pas sa partie du boulot de l'autre côté, eh bien on n'aura fait comme ça a été dit dans le reportage, ça sera un demi-échec, puisqu'on n'aura pas été au bout. Et puis juste une petite pique comme ça sur la question des transports gratuits. Sur Moselle et Madon, le réseau de transport, depuis 11 ans maintenant, est entièrement gratuit. 5 lignes à l'intérieur qui desservent le territoire et qui vient en jonction, effectivement, de la métropole et à Brabois et à Ludre, ce qui prouve que des expérimentations sur le transport gratuit, et depuis 11 ans, le nombre d'usagers ne cesse d'augmenter. Il n'a jamais baissé, il n'a jamais stagné, il ne cesse d'augmenter, ce qui prouve aujourd'hui que, voilà, si on insuffle cette idée-là, eh bien, les gens répondent présent. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait le cadencement qui va bien, les bonnes lignes, etc. Mais c'est un élément indéniable qu'il faut effectivement prendre en compte. Merci Hervé. Je vous propose qu'on continue notre petit tour des mobilités. Alors, on a posé une question sur le train. Prenez-vous le train pour aller travailler? Voilà des éléments de réponse. Je l'ai pris pendant plusieurs années et j'ai arrêté de le prendre il y a maintenant 1 an parce que je trouvais que la qualité de service s'était un petit peu dégradée et que les tarifs pour les voyages occasionnels étaient devenus prohibitifs, donc j'ai choisi de prendre la voiture depuis 1 an pour aller travailler. Je m'y retrouve un petit peu moins forcément, puisque de toute façon, quand on prend le transport en commun, l'employeur prend en charge 50% de l'abonnement, mais de toute façon, le surplus de coûts que je vois en essence est largement compensé par le confort et le gain de temps en fait, que je perds dans une journée. Je me dis 1h30 minimum par jour de gagner, mine de rien, c'est tout de suite 7h30 dans la semaine, voire 8h. Donc le calcul est rapidement fait par rapport aux quelques dizaines d'euros que vont me coûter l'essence, même si je ne suis pas forcément très fier à l'idée de polluer en utilisant la voiture plutôt que le train. Mais à un moment donné, c'était devenu vraiment inconfortable de prendre le train. Patrick, vous avez été vice-président de la région, donc en charge des transports. Le train est une compétence régionale. Que vous inspire ce témoignage? Ce monsieur, il fait un coup opportunité par rapport à sa vie personnelle, etc. C'est un Nancéen, il se dit, moi, pour partir, je prends ma voiture, etc. Moi, je reviens, une petite parenthèse, la voiture des Nancéens n'est pas le souci. Les Nancéens quittent le matin, ils quittent la ville, quand d'autres la rejoignent, et le soir, ils rentrent quand les autres la quittent. Donc, quelque part, ils sont à contre-pointe, et quelque part, ça ne nous dérange pas. Le tout, c'est de savoir qu'aujourd'hui, c'est plutôt, moi, je pense aux personnes qui n'ont pas d'autres moyens que la voiture pour rejoindre la métropole ou la ville, et qui ont une dépense importante, puisqu'en moyenne, c'est 204 €, c'était calculé, 204 € par mois, le coût pour venir en voiture travailler. Et donc, ils n'ont pas d'autres moyens, pas d'alternative. C'est-à-dire qu'on leur ampute le pouvoir d'achat et la qualité de vie. Parce que quand ils arrivent dans les embouteillages, quand ils arrivent sur la ville, après il faut se garer, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Donc, quelque part, aujourd'hui, le train doit plutôt être un outil de massification pour emmener des usagers sur le travail ou sur les études vers la métropole, vers le centre-ville. Et à partir de là, et je reboucle avec l'idée que, et moi je suis content de ce que vient de nous dire notre collègue Hervé, parce que il faut travailler avec les autres communautés de communes. Alors ça, on l'a toujours fait, travailler. Mais il faut aller plus loin. Il faut une autorité organisatrice de mobilité intégrée entre la métropole et au moins déjà ces 3 voisines qui sont Moselle et Madon, Célé-Vermois et Pompée.
Et de cette façon, nous aurons possibilité d'avoir des parkings relais, de faire en sorte d'avoir des plateformes multimodales sur lesquelles se construira la mobilité qui rejoindra la métropole et le centre-ville. Le train va être un acteur intéressant. La ligne 14 de Pont-Saint-Vincent est intéressante. Mais je pense aussi à d'autres lignes. Il y a des lignes qui viennent de Saint-Dié, qui passent par Lunéville. Il y a la ligne d'Épinal qui passe. Toutes ces lignes-là doivent être mises à profit pour que sur leur arrêt intermédiaire, avant d'arriver à la métropole, il puisse y avoir des plateformes multimodales où on emmène ces usagers ou même ils viennent avec leur voiture jusqu'à cet endroit-là, et qu'ensuite ils arrivent par le train au centre-ville et dans la métropole. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le pari que nous faisons, parce que nous voulons diminuer le nombre de voitures qui arrivent sur la métropole et sur Nancy, pour le bien-être des Nancéens et pour la circulation apaisée. Naturellement, la voiture, quand elle est indispensable de venir sur Nancy, elle continuera à venir sur Nancy. Personnes âgées, personnes à mobilité réduite, pour des commerces, pour le développement économique, bien sûr. Mais vous savez, si on a... faut jamais réfléchir en tout et rien. Si aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que 10%, 20% de la part modale aujourd'hui qui voitures changent de part modale, viennent sur du train ou du transport collectif, sur l'organisation que vous voulez mettre en œuvre, ben ça fait tout de suite des milliers de véhicules en moins sur la ville de Nancy et sur la métropole. C'est extraordinaire parce qu'à partir de là, on arrive donc à construire des modes doux, des pistes cyclables, des sites propres pour les transports en commun. Vous voyez, tout se tient. Voilà un peu comment on veut construire, comment on imagine la ville de demain. Et parce que cette ville de demain, elle existe déjà dans d'autres villes, dans d'autres métropoles, en France ou ailleurs, et où on a pu observer que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'effectivement, on arrive à avoir des villes apaisées, moins polluées et beaucoup plus agréables à vivre, y compris pour les touristes qui viennent. Vous voyez, c'est ça, tout ça que je voulais dire. Morand, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Patrick. Et peut-être un petit mot pour aller plus loin, cette fois-ci, sur le territoire de la métropole. Il faut quand même prendre la mesure du fait qu'on a déjà un réseau de gares existantes dans le Grand Nancy. Donc, bien sûr, on connaît tous la gare de Nancy, mais il y a aussi Jarville, il y a aussi la Neuveville, il y a aussi Ludre, il y a aussi Houdemont. Je ne crois pas en oublier. Vendeuvre en projet d'ici quelques années. Et aujourd'hui... Qui sait dans le Grand Nancy, parmi les usagers des transports, qu'on peut se déplacer avec un abonnement du réseau Stan entre deux gares du Grand Nancy et sans générer le moindre surcoût? Un exemple très simple pour illustrer, à Nancy-Houdemont, la zone de Frocourt où beaucoup de monde va faire ses courses, même si bien sûr on préfère qu'ils aillent au centre-ville, ça prend à peu près 45 minutes en bus. Ça doit prendre à peu près, si ça roule bien, au moins 20 minutes facile depuis le centre-ville de Nancy. Et en train, de Nancy-Gare à la gare de Houdemont, vous mettez un peu plus de 10 minutes. Voilà. Et sans le moindre surcoût. Une question d'Estelle. Estelle nous demande, ou plutôt fait cette remarque, qu'il faudrait mettre beaucoup de parking relais pour les voitures, pour celles qui viennent bien sûr de l'extérieur et pour ceux qui vont travailler dans le centre. Mais voilà, quel est votre programme sur ces parkings relais qui manqueraient aux abords de la ville? Oui, je partage tout à fait ce point de vue-là. Le parking relais, aujourd'hui, c'est l'outil pour éviter justement une entrée trop massive de véhicules hors de la métropole, dans la métropole. Mais pour cela, il faut pas seulement avoir le parking relais, il faut avoir le service qui accompagne le parking relais, c'est-à-dire soit des navettes qui vous emmènent directement vers le cœur d'un réseau de transport en centre-ville, soit un accès à la ligne de transport qui passe par le parking relais, une ligne de transport usagée traditionnelle, soit, enfin je devrais dire et, pas où, et une piste cyclable sécurisée qui permet d'aller du parking relais et de traverser la ville, de façon à permettre aussi, par exemple, d'avoir une location de vélo ou de laisser un vélo qui est le vôtre dans un garage à vélo sur le parking relais. Et puis, il y a d'autres formes de parking relais. On va y travailler notamment sur le secteur de Pompée, le parking, la plateforme multimodale, où là, on est dans un parking relais qui est encore qui a un niveau de service encore plus important, puisque y compris l'accès à la gare et donc au TER, comme Morand vient de l'évoquer, et pourquoi pas demain au tram-train, permettra
eh bien, de laisser sa voiture et de circuler vers le centre-ville avec ces modes de transport collectifs qui permettent donc de désengorger la circulation automobile dans la ville et d'autre part d'améliorer la qualité de vie. Il ne faut pas non plus oublier qu'on ne parle pas là que de technique, c'est aussi une amélioration de la qualité de vie. Tout à l'heure, le témoignage disait que prendre le train était une qualité de vie dégradée par rapport à l'utilisation de la voiture, mais ça devrait toujours être l'inverse. Ça devrait être l'inverse parce qu'il est plus agréable et pour soi et pour les autres de pouvoir être assis dans un train que d'être à son volant pour faire un trajet plus ou moins important. Donc je crois que ce défi des parkings relais, et puis il faut le compléter d'un autre aspect, c'est celui des parkings dits intermédiaires. Alors peu importe le nom qu'on leur donnera, ceux-là ils sont dans la ville, mais ils permettent, lorsque vous arrivez aux portes du centre-ville, finalement de laisser votre voiture dans un parking paysager, un parking en silo, pourquoi pas, mais paysager, de petite taille, de taille modérée, dirons-nous, et d'accéder directement au réseau de transport, on parlait du tram tout à l'heure, ou à d'autres lignes structurantes. Il faut ces offres, finalement ces offres qui sont simples à résumer. Plus vous approchez du cœur de la ville, plus l'accès à des modes alternatifs à la voiture doit être facilité. Et plus vous vous éloignez du cœur de la ville, plus vous pouvez circuler avec plus de facilité. C'est un enjeu qui doit trouver de la cohérence et des réponses concrètes comme celle-ci. Patrick, on a une flopée de questions sur le prix du train. Géraldine, Lorina, Franck, est-ce qu'un maire ou un futur président de métropole, comment il peut influer sur ces tarifs SNCF ou tarifs de train qui apparemment ont flambé ces dernières années? Oui, alors les tarifs des trains, c'est des tarifs de la région. Ce n'est pas la SNCF qui les décide, c'est la région. Moi, en tant que vice-président, je me souviens, avec notre majorité, nous avions largement baissé les tarifs. Et avec une simple raison, c'est qu'avec le système d'induction, on baissait les tarifs, mais on avait plus de chiffre d'affaires parce qu'il y avait plus de monde dans les trains. Alors, c'est à la région actuelle de bien peser les choses, mais comme ce sont des partenaires, on ne va pas en dire plus, simplement qu'on veut travailler avec elles. L'exemple de Pompée est extraordinaire. Sur Pompée, il va y avoir une gare très très intéressante au cœur de Pompée, au cœur de toute cette zone, et où il y a une possibilité de parking relais. Et moi, je me souviens pour la région, j'avais dit que tous les trains qui circulent entre Nancy et Metz devront s'arrêter à Pompée parce qu'il y aura un équipement qui le mérite. Si demain, et c'est pour ça que cette gare de Pompée, elle est extrêmement intéressante pour les Nancéens. Pourquoi? Parce que si demain, ceux qui rentrent aujourd'hui en voiture dans la métropole et dans la ville de Nancy, ils laissent leur voiture ici, ils savent que dans le quart d'heure qui suit, ils prennent tout de suite un train, une navette, une sorte de RER permanent qui leur permettra d'arriver en cœur de ville de Nancy. C'est un outil extraordinaire. Alors c'est pour ça, comme la région sera obligatoirement partenaire avec nous, mais je pense que le maire de Nancy pesera de tout son poids pour que justement cette négociation puisse aboutir, parce qu'il y va de l'intérêt général, et parce que c'est quand même une compétence de la région sur le train. Le train doit être un outil au service de la métropole, globalement des Nancéens. On continue avec les questions. Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre à celle-là, parce qu'elle nous amène sur des considérations, je pense, nationales. Luc qui nous demande d'un petit mot sur la vignette critère. On a l'impression qu'elle est reportée chaque année, pas en action. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est avec cette vignette critère? Alors, la vignette critère, alors il me semble que la métropole a eu quelque peu de mal justement à la mettre en place. Alors j'ai juste un doute sur sa mise en œuvre et sur son vote, parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Et à chaque fois, alors ce qui est un petit peu dommage à la métropole, c'est qu'on est souvent sur un certain nombre de sujets qui concernent, là on évoque les mobilités, on évoque la santé, on évoque la transition écologique. On a souvent, Patrick, tu vas me permettre de dire ça, un train de retard. Donc voilà, on a pris du retard justement sur cette fameuse vignette qui a été à chaque fois reportée dans son vote. Elle sera en service à l'automne. Et ce que nous avions fortement regretté à l'époque, notamment lors de la dernière grande canicule l'année dernière, c'est que aucune mesure n'ait été prise. Finalement, nous l'avions indiqué en disant mais beaucoup de métropoles en France aujourd'hui instaurent ce système, donc qui permet d'interdire la circulation des véhicules les plus polluants, pour
pour résumer pour ceux qui sont moins familiers de cette mécanique. Elle est maintenant, en tout cas, elle est maintenant potentiellement en service à partir de l'automne prochain, mais avec beaucoup de retard, effectivement, comme l'a souligné Shaines. Alors, je te trouve un peu taquin, Mathieu, parce que la métropole avait quand même instauré la gratuité des transports un jour de grève. Merci de cette précision, Morand. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Bader qui nous pose la question du vélo, des pousse-pousse, des vélotaxis qui ont été très présents entre 2014 et 2017. Avez-vous une réponse à ça? Et puis, on nous pose aussi la question de cette navette électrique souvent vide qui traverse la ville de Nancy. Comment comptons-nous redynamiser ce transport? Ça fait partie de nos réponses. C'est vrai qu'elle circule, alors il faut lui laisser le temps de se réinstaller dans le paysage. Ce qui est regrettable, c'est d'avoir supprimé, à l'occasion des différentes modifications du réseau STAN depuis la mise en service de la ligne 2 notamment, beaucoup de ces navettes de quartier, ces minibus de quartier, ou des lignes de marché qui permettent à des personnes, alors souvent des personnes âgées, qui ont des déplacements en journée, parfois en dehors des horaires de pointe, à effectuer. Et ça, c'est vraiment l'aspect proximité du réseau qui doit être renforcé. Et moi, je serais d'avis de les multiplier. Bien sûr, il faut le faire dans une gestion raisonnée de la dépense publique, et j'y serai particulièrement attentif. Mais néanmoins, ce type d'outils-là, des véhicules de petite taille, électriques aujourd'hui, et c'est très bien, qui répondent à des besoins de proximité, de grande proximité, sont tout à fait utiles, y compris pour lutter contre l'isolement des personnes qui n'ont à mobilité réduite liée à l'âge, à la maladie ou au handicap, et qui n'ont pas toujours les moyens de circuler différemment. Donc je pense que ça doit faire partie, quand je parlais du plan mobilité tout à l'heure que nous mettons dès l'été, je ne l'ai peut-être pas dit ça, mais dès l'été, nous mettons le plan mobilité au travail avec les intercommunalités voisines du Grand Nancy, Hervé et Patrick qui sont revenus tout à l'heure, parce que finalement, ce que nous n'avons jamais réussi à faire, il faut le faire maintenant. Un réseau STAN qui sort des limites de la métropole, qui va chercher des usagers, des clients à Moselle-et-Madon, à Chavigny, à Chaligny, à Neuve-Maisons et pourquoi pas au-delà, pour les ramener vers le CHRU de Bois-Bois par exemple, ou pour les ramener vers le centre-ville de Vendeur, vers le centre-ville de Nancy, parce que c'est aussi de cette façon-là qu'ils auront intérêt à utiliser les transports en commun plutôt que d'utiliser leur voiture individuelle. Donc la refonte de ce réseau dès cet été, mise au débat, au travail avec nos voisins, inclura une mise en service progressive de ces petites lignes de grande proximité sous forme de véhicules de petite taille, donc parce qu'elles sont des vraies réponses, de la même manière que, comme l'a dit Shaines tout à l'heure, la gratuité pour les plus de 65 ans en permanence, et les moins de 18 ans bien sûr, va permettre d'inviter à utiliser aussi de façon beaucoup plus fluide le transport en commun, toutes celles et tous ceux qui en sont les plus captifs. Parce que c'est ceux qui utilisent, pour les moins de 18 ans, 500 ans, et pour les plus de 65, ils n'ont pas de permis à moins de 18, évidemment, et à plus de 65, ils ont beaucoup moins que d'autres catégories d'âge, un véhicule individuel en permanence. Et peut-être pour compléter, on a une véritable justement urgence, et c'est pour ça qu'on va travailler dès cet été, et j'ai rappelé justement les assises de la mobilité que nous organiserons à l'été, puisque nous devons absolument, pour la rentrée de septembre, prévoir le réseau de substitution, non seulement en lien avec la crise du Covid, puisque vous imaginez bien qu'avec la distanciation, les mesures sanitaires, vous n'allez pas pouvoir monter dans le tram, notamment, ou dans des bus aux heures de pointe bondés. Donc il va falloir réfléchir justement à un réseau de substitution, des navettes, des bus supplémentaires pour pouvoir répondre à cet enjeu sanitaire. Et puis, il était de toute façon prévu de travailler sur un réseau de substitution, puisque le renouvellement du tram, le démarrage des travaux, bien évidemment aujourd'hui, qui sont retardés, mais il va falloir de toute façon travailler à un réseau de substitution durant les travaux du tram. Donc il y a un double enjeu pour les usagers des transports en commun. Alors, des questions très très précises. Quand est prévu, parce que vous avez évoqué la gare de Pompée, donc Marie qui demande quand est-ce qu'est prévue la gare de Pompée, je ne sais pas si vous savez ou pas, parce que vous en avez parlé. Et puis, non? Oui, non, on n'a pas la date précise, mais enfin, ça sera après 2023-2024. D'accord.
Evelyne qui demande plus d'endroits sécurisés pour garer les vélos en cœur de ville, pour faire ses courses en toute quiétude. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui se font dans ce cadre-là, Morand? La première chose, évidemment, c'est améliorer de façon sensible le nombre d'emplacements où garer son vélo. Là, on s'est rendu compte, notamment dans les dernières semaines après le déconfinement, j'ai eu une expérience personnelle sur le bas de la rue Saint-Georges, aux environs de la cathédrale. Les vélos étaient accrochés, y compris aux barrières qui empêchent normalement, les gens de se retrouver sur les voies du tram. Donc, pour mesurer quand même là où nous en sommes, et ce système-là, vous le retrouvez un peu de débrouille, vous le retrouvez aussi bien en vieille ville, à Mont-Désert. Voilà, donc déjà une amélioration sensible, effectivement, du nombre d'emplacements où on pourra garer des vélos. Et après, comme ça a été déjà abordé par Patrick, en lien avec l'organisation des parkings relais, ce que nous disent les associations aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a déjà un certain nombre de gens qui ont des vélos, notamment dans les communes périphériques, pas forcément trop à Nancy, mais le taux d'équipement est déjà très satisfaisant. Le problème, c'est que les vélos sont en fond de cave. Ce sont parfois des vieux vélos qui ont été achetés sur un coup de tête sur une brocante, qui ont été hérités ou qu'on a ramenés de chez ses parents à l'occasion et qui pourrissent depuis des années. Et on peut imaginer tout à fait avoir un service à proposer aux gens, à savoir des parkings sécurisés pour les vélos sur les parkings relais, qui permettent aux gens d'avoir un vélo, entre guillemets son vélo de Nancy, qu'on laisse dans un parking, dans un garage sécurisé, qu'on laisse ensuite sur le parking relais quand on revient le soir, et qui n'est utilisé que pour ça. Plusieurs questions sur les contrats, les concessions qui se terminent apparemment dans les années à venir. Celui avec JC Decaux pour le vélo Stanlib. Bonjour, comment voyez-vous évoluer l'offre de vélos partagés en sachant que le contrat JC Decaux se termine en 2022? Et puis aussi question sur Keolis. Voilà, pensez-vous changer de prestataire par une autre entreprise de transport? Voilà, comment vous vous situez? La DSP avec Keolis, la délégation de service public avec Keolis, elle est récente, donc nous ne sommes pas encore au seuil des modifications. Par contre, les améliorations doivent être apportées en continu, et bien sûr que nous négocierons pied à pied avec le délégataire sur la réponse aux difficultés soulevées, même si moi je ne suis pas de ceux qui s'en prennent au délégataire avant de juger la politique publique. Il faut d'abord définir une politique publique cohérente, forte, ambitieuse, et ensuite passer commande avec les moyens afférents à un délégataire dans le cadre d'une délégation de service public pour la mettre en œuvre. Si cela dysfonctionne aujourd'hui, ça doit probablement se résoudre pour partie par des améliorations techniques en liaison avec le délégataire, mais c'est aussi un changement de politique qui doit être entrepris pour corriger. Sur la question de la gestion des vélos en libre service ou en libre accès ou en location, je crois qu'il faut évidemment là la repenser. On est sur des contrats qui datent d'une époque sans doute de fréquentation moindre. Avec le développement que nous allons entreprendre des pistes cyclables, il faut sans doute densifier aujourd'hui l'offre à l'échelle de la métropole, diversifier aussi probablement le type de vélo que l'on va mettre en libre location ou en libre accès, parce qu'aujourd'hui il y a une diversification, ce que nous souhaitons, des utilisateurs, des usagers. Donc il faut développer largement et diversifier cette offre, ce qui sera effectivement l'objet de discussion dans le cadre de ce plan des mobilités. Peut-être concernant... Jainès, oui. Justement, avant que tu... D'accord. Voilà. Il y a une question de Julien qui s'inquiète de ces assises, à savoir est-ce que les associations d'usagers seront invitées lors de ces assises? Bien entendu, bien évidemment. J'ai évoqué donc les assises, les associations, les usagers, les habitants, les commerçants, les entreprises. Encore une fois, non seulement on a besoin d'une vision globale des mobilités, mais on a besoin de toute façon de co-construire ces mobilités, de partir des besoins des usagers, des habitants. Donc, bien évidemment, les associations sont invitées. Peut-être pour revenir sur, concernant Keolis, donc la délégation court jusque 2024, et comme l'a bien dit Mathieu, un délégataire, pour partie bien évidemment, il développe une politique en lien avec un cahier des charges. Et il se trouve que le cahier des charges qui a été proposé par la métropole est un cahier des charges avec une baisse des budgets, une proposition justement de structurer la ligne du réseau STAN autour de 4 lignes structurantes et en dégradant, c'est ce que je disais tout à l'heure, les lignes secondaires. Donc on pourra retravailler justement à modifier, faire évoluer
pour que l'on puisse améliorer le service. Une question d'Antoine. J'accompagne des personnes en situation de handicap moteur. Il y a 2 constats. Ils utilisent très peu le bus car ils sont souvent pleins et la peur de l'usager et la chute dans le bus car les chauffeurs sont nerveux, pas de voie réservée au bus, route trop abîmée, ça secoue trop. Et deuxième constat, le handistand est très pratique, or il faut obligatoirement avoir un dossier. Certains usagers à mobilité réduite n'utilisent pas suffisamment le handistand pour faire un dossier. Et le jour où ils en ont besoin, ils ne peuvent pas car pas de dossier. Comment faire ? Oui, il y a une double réponse. Il y a à la fois améliorer l'accès à handistand. Donc là, handistand est un transport adapté pour les personnes à mobilité réduite nécessitant parfois un transport de fauteuil ou d'équipements adaptés à leur handicap. Et puis il y a la qualité de service. La qualité de service, ça renvoie à la qualité du matériel roulant, ça renvoie à des sites propres, effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui permet de circuler paisiblement dans la ville. La priorité au feu aussi, ça évite les arrêts intempestifs et réguliers. Tout ça, ce sont toutes ces propositions que nous formulons très concrètes, parce que priorité au feu, site propre, tarification des transports, j'en passe, ce sont des propositions très concrètes qui peuvent améliorer, qui amélioreront la qualité de vie, y compris des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre séquence questions à Mathieu Klein. Alors on a dit beaucoup de choses, il va falloir peut-être redire les mêmes choses, mais je pense que la pédagogie est toujours bonne conseillère dans ces cas-là. Voilà, nous avons été dans les rues de Nancy, on va retrouver certaines personnes qu'on a déjà entendues à l'écran et ils ont des questions à poser à l'équipe. Mathieu, écoutons-les. Une question sur la mobilité et surtout les transports en commun. Qu'est-ce qui va être prévu? Est-ce que par rapport aux fréquences, par rapport au transport, par rapport où est la fréquence surtout des bus et des trams? Alors je voudrais savoir, Monsieur Klein, pourquoi il n'y a pas d'aménagement de pistes cyclables dans Nancy et surtout au centre-ville de Nancy? Effectivement, du déconfinement qui a eu lieu dans d'autres communes où effectivement il y a eu des aménagements qui ont été faits à ce niveau-là. Je souhaite qu'il y ait plus de cohérence sur les voies de circulation, vélos, voitures et piétons. Mathieu Klein, est-ce que vous voyez le vélo en grand pour Nancy demain? Et plus largement, voilà, quelle est votre vision de la mobilité urbaine pour une ville comme Nancy et une métropole digne de ce nom? Je parle bien sûr des mobilités douces, tout ce qui est alternatif à la voiture individuelle, sans bien évidemment l'opposer au transport collectif, transport public. Deuxième question, toujours sur la mobilité urbaine, c'est quelle méthode vous envisagez pour travailler avec, alors je dirais les habitants, mais beaucoup plus largement les collectifs, les associations d'usagers qui ont une expertise du quotidien, d'usage, et qui, hélas, n'a pas souvent été assez bien entendue, me semble-t-il, jusque-là. Merci pour ces questions. Bon, c'est vrai qu'on en a déjà abordé quelques-unes dans le débat, mais je voudrais vraiment redire que d'abord, sur le plan de la méthode, Shainès tout à l'heure y revenait, il est clair que pour nous, les usagers, alors l'usager des transports en commun, du train, les automobilistes, les cyclistes, les piétons, doivent être au cœur de notre réflexion. Je ne veux pas, je le dis aussi très clairement, que la concertation soit le prétexte au renoncement ou finalement au renvoi au calendrier grec des décisions. Donc je le dis aussi aux usagers, je vais rapidement vous solliciter et rapidement vous mettre au travail. Parce que lorsque je parle de l'été 2020, c'est le début d'un processus qui doit nous permettre d'enclencher des changements, que ce soit sur les pistes cyclables, que ce soit sur la priorisation des transports en commun au feu, que ce soit sur la mise en site propre, que ce soit sur les cheminements piétons, que ce soit sur la tarification, que ce soit sur demain la refonte globale du schéma des mobilités, que ce soit sur les différents types, par exemple, de matériel comme les vélos cargo, les vélos familles que nous serons amenés à soutenir, et j'en passe. Toutes ces questions, et sans doute encore beaucoup d'autres,
doivent être mises au débat rapidement avec vous et puis avec évidemment nos voisins. Pourquoi il n'y a pas aujourd'hui, vous me posiez la question à l'instant de pourquoi il n'y a pas de pistes cyclables suffisamment cohérentes au centre-ville et pourquoi le déconfinement n'a pas été l'occasion finalement d'une impulsion plus forte. Je ne veux pas être caricatural, des progrès ont été faits, Morand l'a rappelé tout à l'heure, mais ce sont des progrès qui sont encore minimalistes. Dans un calendrier qui est un calendrier exceptionnel, il est vrai que d'autres métropoles en France sont allées plus vite, plus fort, plus loin. Nous savons donc que ce chantier est encore devant nous. Moi, je veux vraiment une ville des mobilités apaisées. Je veux de tout mon cœur que ce débat ne soit plus aujourd'hui ce sujet de division permanente des Nancéens et des Grands Nancéens entre eux, un sujet de risée de Nancy à l'extérieur de la ville et de la France, et ailleurs en France, pardon. Je veux que nous retrouvions de la sérénité et de l'ambition sur ce sujet. Ça ne veut pas dire renoncer à la performance, au contraire. Et puis, arrêtons de nous cacher derrière le petit doigt de la topographie. Bien sûr que mon élection à la mairie de Nancy ne va pas changer la physionomie de la ville, au sens où je ne vais pas supprimer la ville en cuvette que nous connaissons. Et que les rues ne vont pas s'élargir au lendemain du 28 juin comme par enchantement. Je vous rassure, ou je vous inquiète, ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça ne peut plus être le prétexte à l'inaction. Le prétexte de l'inaction, c'est parce que c'est trop comme si, c'est trop difficile, nous n'y arriverons pas. Ça n'est pas vrai. On le voit d'ailleurs dans le déconfinement. Dans l'urgence, on bricole des coups de peinture jaune sur des rues jusque-là inimaginablement cyclables. Or, elles peuvent le devenir. Il faut le faire de façon beaucoup plus sécurisée. Donc oui, il y a des réponses de tarification, d'usage, des réponses qui laissent la place à chacun dans la ville, mais qui engagent de véritables choix. Parce qu'encore une fois, les crises climatiques sont les crises de demain. Ce sont celles qui doivent aujourd'hui amener les politiques publiques à faire des choix pour nous permettre de continuer à vivre, à respirer, à profiter de la ville encore pendant de nombreuses générations. Voilà ce qui est pour moi, pour nous, le défi du second tour des élections municipales et des élections métropolitaines le 28 juin à Nancy. Merci à tous voilà, pour cette conversation. Merci aux internautes de nous avoir suivis en direct. Je m'excuse auprès de celles et ceux qui n'ont pas vu leurs questions apparaître à l'antenne, mais on se fera fort en tout cas de répondre via les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube avec Mathieu Klein. Et puis on se retrouve jeudi prochain, parce que ça y est, c'est une tradition. Tous les jeudis, nous évoquons des sujets importants de cette campagne. Donc on se retrouve jeudi prochain sur la thématique attractivité, commerce, développement économique. Et d'ici là, portez-vous bien.